va pouvoir maintenant terminer la matinée avec l'intervention de Jean-Louis, donc sur le panorama un petit peu des leviers d'adaptation, qui nous permettra d'introduire un petit peu le travail qu'on va faire cet après-midi en groupe. Voilà, donc on va pouvoir continuer la présentation. Donc on m'a demandé de vous présenter les principaux leviers d'adaptation des systèmes. Donc j'ai essayé d'en mettre le maximum, mais cette liste n'est pas forcément exhaustive. Et donc vous pourrez peut-être compléter à la fin de mon intervention pour dire s'il y a des choses que j'ai oubliées. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident non plus de faire une liste comme ça, et voilà, d'être pour toutes les filières, ce n'est pas simple. Je voulais aussi remercier Benoît Delmas de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, du service référence, qui a relu la présentation et complété un petit peu. Bon, malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui, il a le Covid. Donc c'est dommage pour lui, mais je le remercie quand même à distance. Donc le premier levier, réduire la quantité d'engrais, c'est possible en valorisant ces engrais de ferme. Donc j'ai bien mis la quantité d'engrais et pas la facture d'engrais. Alors, les engrais de ferme ont une forte valeur agronomique. On a une grande diversité dans les produits. Donc vous voyez, on a des lisiers, on a des fumiers, on a des composts, des purins, mais également du digestat, donc des stations de méthanisation. Donc tous ces produits nous apportent des fertilisants azotés, phosphatés, potassiques. Ils ont une valeur intéressante. Également, il y a une valeur intéressante en matière organique par rapport à la composition du sol. C'est important aussi la matière organique qu'ils apportent, au-delà des unités fertilisantes. Donc, je vous ai mis quelques repères. Je ne voulais pas vous faire un cours sur la fertilisation. C'est juste des repères pour que vous y retrouviez et que vous reteniez quelques chiffres. Donc, par exemple, pour une exploitation avec un chargement moyen d'un UGB, avec des engrais bien répartis, donc là, l'objectif, c'est d'en mettre sur le maximum de surface, de réduire les doses à mener à l'hectare, mais de passer sur l'ensemble des surfaces de récolte, les surfaces en stock, les céréales et l'herbe récoltée notamment, et éventuellement le reste sur les pâtures. Donc si vous répartissez bien et si vous épandez au bon moment, là aussi c'est important, la période d'épandage, éviter que ça soit lessivé, donc plutôt le mettre, donc tout ce qui est fumier plutôt au moment du travail du sol, et tout ce qui est lisier, compost, purin, etc., là on est plutôt sur la fin d'hiver pour éviter de le faire lessiver pendant l'hiver. Alors si vous l'épandez bien, du coup les engrais de ferme peuvent permettre de couvrir 60% de l'azote de l'exploitation, et on peut aller entre 85 et 100% des besoins en phosphore et potasse. Donc ça c'est très important. Ça permet de voir que les éleveurs aujourd'hui ont peut-être fait l'impasse sur le phosphore et la potasse, vu le prix des engrais qui a flambé, qui a été sur l'azote multiplié par 3. Du coup, ils ont peut-être privilégié l'azote, puisque vous voyez, malgré tout, il manque de l'azote. Par contre, phosphore ou potasse, si vous apportez correctement vos engrais de ferme, vous pourrez quasiment faire l'impasse. Les résultats des essais, donc 1 kg d'azote permet de produire de 20 à 25 kg de matière sèche. Ça se traduit sur un hectare. Si on apporte 40 unités d'azote par hectare, on peut espérer entre 800 et 1 tonne de fourrage à l'hectare. Donc ça, c'est les normes que l'on connaît. Alors par contre, quand on voit les évolutions des prix, en 2021, un engrais, 1 euro d'engrais azoté, ça permettait de produire entre 3,5 et 4 euros de fourrage. Par contre, en 2022, quand on voit la flambée des cours des engrais azotés multipliés par 3, on s'aperçoit qu'1 euro d'engrais azoté permet de produire 1,50 euro de fourrage. Donc en conclusion, je dirais sur les engrais, la fertilisation organique permet de réduire l'emploi des engrais minéraux. Malgré tout le prix élevé des engrais, il faut continuer à les utiliser
pour améliorer le rendement et limiter les achats de fourrage. Parce que bon, ça serait une erreur de vouloir mettre à zéro la facture d'engrais, étant donné que derrière, vous allez avoir des factures, vous allez avoir des rendements qui vont être diminués, et derrière, des achats de fourrage qui vont vous coûter aussi très cher. Deuxième levier, cultiver des légumineuses, pures ou en association. Donc, l'avantage des légumineuses, c'est que ça permet de supprimer ou de réduire la fertilisation azotée. Donc, comme vous le savez, grâce à la présence de rhizodium, les bactéries qui fixent l'azote de l'air dans le sol. Donc, ça, si on regarde avec 25 à 30% de légumineuses, au niveau d'une association, entre 25 et 30% de légumineuses, vous pouvez supprimer l'azote apporté à la prairie. Donc aujourd'hui, vu le prix de l'azote, c'est important quand vous implantez des prairies artificielles de mettre au moins 25 à 30% de ces légumineuses. Ça vous permet de faire une réduction ou supprimer la note d'azote. Les légumineuses également permettent une amélioration de l'autonomie en matière azotée. Donc on peut dire que les valeurs des légumineuses sont entre 160 et 280 grammes de MAT par kilo de matière sèche. Donc ça confère aux légumineuses un rôle essentiel dans l'équilibre des rations et du coup ça permet de limiter les achats de concentrés protéiques, notamment tout ce qui est tourteau. Le fait d'avoir des légumineuses dans la ration, ça permet de limiter fortement ces achats de tourteau à l'extérieur. Alors, par exemple, pour faire face à la sécheresse aussi, puisqu'on a vu que 2022, on avait été très impacté par la sécheresse, je vous ai mis la luzerne en exemple, puisque la luzerne, c'est une plante qui est très adaptée aux conditions séchantes, et quand on regarde sa physiologie, on a un arrêt de croissance à partir de 40 degrés. Donc c'est quand même... 40 degrés, dans nos régions encore, ça devient... voilà, on est quand même souvent en dessous, heureusement. Mais du coup, la luzerne, cet été, on a vu les endroits où il y avait de la luzerne, c'était les seuls endroits qui étaient verts. Donc attention au risque de météorisation et également en sol acide, pensez au cholage et à l'inoculation pour que la luzerne dure dans le temps. Je ne sais pas si je vais assez vite, pas assez vite. C'est bon là? Jean, tu gères le timing? 20 minutes? Ça va. Donc, un autre levier, c'est faire pâturer les animaux. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que l'herbe pâturée aujourd'hui coûte 3 fois moins cher que l'herbe produite et l'herbe récoltée. Enfin, pas produite, l'herbe récoltée. Quand on regarde les coûts de production pour faire un hectare de pâture ou un hectare récolté en ensilage, par exemple, d'herbe, on s'aperçoit qu'on arrive à des coûts à 35 € sur de la pâture, alors qu'on passe aux alentours de 100 € sur des surfaces récoltées, style ensilage, voire l'enrubanage. On peut monter à 120 € sur de l'enrubanage. Donc c'est intéressant de faire pâturer les animaux, ça leur coûte moins cher. Donc, également, ce qu'on peut voir, c'est que quand on fait pâturer les animaux, à partir de 50% d'herbes pâturées dans la ration, on peut arrêter le correcteur. Donc ça, c'est ce qui nous est annoncé. Donc ça limite les apports de correcteurs azotés, notamment. Faire un pâturage tournant pour maîtriser la pousse de l'herbe. Donc là, ça, c'est quelque chose que, notamment, tous les conseillers préconisent, faire le pâturage tournant, pour plus de rendement et plus de qualité. Alors, on propose de faire une mise à l'herbe dès le stade 3 feuilles pour ne pas se faire dépasser au printemps par la pousse de l'herbe. Quand arrive le 15 avril ou le 1er mai, souvent les éleveurs sont dépassés par la pousse. Du coup, il faut démarrer très tôt au printemps pour ne pas se faire déborder. Après, les préconisations... L'objectif, c'est d'arriver à avoir un parcellaire que l'on divise en paddocks, donc en petits parcs, 15 à 20 paddocks idéalement. Après, si on est en bovin-lait, on essaye d'avoir un temps de séjour de 1 à 2 jours par parc. Par contre, en bovin-viande, on est plutôt à 3 à 5 jours par parc, étant donné que les bovins-viande, pour les déplacer d'un parc à l'autre, c'est souvent plus compliqué.
Et c'est des troupeaux aussi peut-être plus importants à voir. Et du coup, c'est pas forcément simple. Donc c'est pour ça qu'en bovin lait, c'est plus facile parce qu'on rentre forcément pour la traite et du coup, le lendemain, on peut forcément changer de parc. C'est plus simple. Au niveau du temps de retour, on demande un minimum de 21 jours au printemps et après 40 jours l'été ou l'automne pour laisser le temps à la prairie de repousser. Et le dernier point, c'est diversifier ces prairies pour étaler la pousse. Étant donné que si vous avez que des prairies permanentes, par exemple, ou que des prairies temporaires, toutes elles vont arriver en même temps. Donc l'intérêt sur une exploitation, c'est d'avoir une répartition en partie prairie permanente, en prairie temporaire, et avoir des espèces différentes. Des prairies multi-espèces ne vont pas avoir la même précocité qu'une prairie à base de régras, par exemple. Donc c'est important de diversifier les espèces sur le pâturage. Un autre levier, c'est autour de l'autonomie en céréales. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est qu'un hectare de céréales ou de métail, c'est 35 quintaux en bio. Alors là, bon, ça c'est des moyennes. Hein. Je sais très bien que certains vont me dire que ce n'est pas les bons chiffres, mais bon, c'est une moyenne. 35 quintaux par hectare en bio à 400 € la tonne, par exemple. Et à ça, il faut rajouter 3 tonnes de paille à 120 €. Donc ça, c'est la production sur un hectare de céréales en bio. En conventionnel, on sera plutôt aux alentours de 50 quintaux de grains à 360 € et 4 tonnes et demie de paille à 120 € la tonne. Après, en métail, on serait plutôt entre 6 à 8 tonnes de matière sèche de fourrage en récolte plante entière au stade floraison. Voilà. Donc cette implantation de céréales permet une rotation. Alors on vous propose par exemple ici une rotation avec 2 ans de culture de céréales et une prairie temporaire derrière avec des espèces productives. Donc ça permet de faire une rotation et d'avoir les arrières effets de la céréale sur la prairie et vice-versa. Également la possibilité d'éviter le labour avec les techniques simplifiées ou les techniques de semi-direct pour limiter les charges de mécanisation. Alors, au niveau rentabilité d'un hectare de céréales par rapport à la surface fourragère, donc je suis parti des cas types bovin lait et bovin allaitant du réseau Inosis pour l'année 2021, présent sur la région Occitanie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez un hectare de céréales en plus sur une exploitation, en gros vous avez un UGB de moins parce que vous avez moins de fourrage. Donc du coup souvent on compare, avant de vouloir augmenter sa surface en céréales, on compare la rentabilité entre la marge d'un hectare s'il y a des bovins viande dessus ou un hectare d'herbe s'il y a des bovins lait sur l'exploitation. Donc là, je n'ai pas présenté les ovins, mais bon. Donc en termes de rentabilité, en marge brute, en système allaitant, par exemple sur un cas type limousin, avec une productivité de 270 kg par UGB, productivité de viande vive, 270 kg par UGB, un chargement corrigé de 1,1 UGB, donc la marge brute, elle était de 560 € par hectare de surface fourragère. Si on compare la marge des bovins laits à droite, donc là avec une densité laitière de 5000 litres de lait par hectare et un chargement corrigé de 1 UGB par hectare, on avait une marge brute à 1250 € par hectare de surface fourragère. Et si on compare ça par rapport à la production, à la marge brute, à la marge directe d'un hectare de céréales, donc charge de mécanisation et de stockage comprise, d'une céréale bio à 35 quintaux ou une céréale conventionnelle à 50 quintaux, on était plutôt à 750 € par hectare. Donc ça permet de voir que la céréale a sa place au niveau des systèmes et ça permet une autonomie en fourrage et en paille aussi. Il ne faut pas l'oublier, la paille, parce qu'elle coûte de plus en plus cher. Atténuer la hausse des carburants.
Alors, ici, on vous présente les techniques simplifiées. Donc, on a comparé 3 types de travail du sol. Le premier, c'est le labour. Au milieu, vous avez les techniques de travail simplifié avec un travail superficiel. Et le troisième, c'est la technique avec semi-direct. Alors, c'est la consommation de carburant pour implanter 1 hectare de blé. Donc, on s'aperçoit que pour le labour, on a besoin de 30 litres de carburant pour préparer 1 hectare de blé avant de le semer. En technique de travail superficiel, donc vous voyez, c'est le travail superficiel, c'est le déchômage qui est en gris, plus le semi-combiné en orange. On arrive à un besoin de carburant de 22 litres par hectare. Et le semi-direct, lui, on n'a que le semoir avec le tracteur. Et là, on tombe à 5 litres de carburant consommé par hectare. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut... Et raisonner le nombre de passages, effectivement, le fait de labourer et derrière d'avoir des semis, des semoirs et des herses, etc., ça permet de multiplier le nombre de passages et du coup, également, le temps de travail. Le temps de travail, quand on passe sur du labour ou du semi-direct, le temps de travail n'est pas du tout le même, donc le coût de la main-d'œuvre diminue. Alors, juste là, pour vous donner quelques indicateurs, la conduite adaptée ou l'éco-conduite, si on travaille avec un tracteur qui tourne à 1600 tours, 1600 tours par minute, on est à 5 litres de carburant par hectare. Si on le fait monter dans les tours à 2200 tours, à ce moment-là, on passe à 6,3 litres par hectare. Donc c'est pour dire que les éleveurs, il faut aussi, avec le coût du carburant qui a en gros multiplié par 2, tenir compte de ça. Donc la puissance du tracteur, travailler avec des puissances adaptées. Quand vous avez besoin d'un 90 chevaux, ne prenez pas un 130. Et quand vous travaillez avec un outil, restez peut-être sur des niveaux 1006, 1007 au lieu de monter dans les tours. Après le réglage et l'entretien du moteur, on est à 10% des tracteurs qui consomment jusqu'à 20% de gasoil en plus. Donc là, il y a des bancs d'essai pour faire contrôler ça. Il y a la répartition des masses entre l'avant et l'arrière du tracteur. 5 à 8% d'économie, et la pression des pneus, ça on ne le regarde pas souvent, c'est 5% d'économie en carburant. Alors, maintenant on rentre dans les productions. Donc là, je me suis inspiré du travail qu'avait fait l'Institut de l'élevage, avec à chaque fois, vous avez les sources. Donc c'est par rapport au niveau de concentré, notamment sur les filières. Donc la première filière sur les bovins laits, les gars de l'Institut, ils connaissent ça par cœur, n'est-ce pas Yannick? Donc, les baisses de concentré de production. Si on baisse le concentré de production de 1 kg, en ration 100% fourrage conservé, on a une baisse d'un demi-litre de lait. En ration pâturage plus fourrage, dans la ration mixte, on est à une baisse entre 0,5 et 0,8, et une ration totalement au pâturage, on baisse en gros de 1 kg de lait. Donc ça, c'est pour vous faire voir que avec les fourrages conservés, si on a un concentré qui nous coûte 350-400 euros, et si on a un litre de lait qui nous est payé 450 euros, comme en ce moment, si on perd qu'un demi-litre de lait, ça vaut le coup de diminuer le concentré de 1 kg, si derrière on a une perte en gros de 50%. Donc ça vaut le coup pour les rations en fourrage conservé. Par contre, en pâturage, en 100% pâturage, là c'est beaucoup moins évident. Et le deuxième point par rapport au correcteur azoté, là on s'aperçoit que quand on veut baisser le correcteur azoté, on baisse le niveau de PDI par UF, et du coup on a une chute de la production laitière qui est très, très, très significative et qui économiquement n'est pas rentable. Sur les bovins viande, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du concentré, au niveau des broutards, au pâturage, alors bien sûr la condition c'est avoir de l'herbe disponible,
Mais si on a de l'herbe disponible et si on baisse de 1 kg de concentré, on s'aperçoit qu'on a une baisse de 120 à 300 grammes de GMQ qui peut être compensée par de l'herbe. Voilà, donc l'objectif c'est d'avoir suffisamment d'herbe sur l'exploitation, faire un pâturage tournant et derrière vous aurez une baisse de concentré mais très peu d'incidence sur le GMQ des veaux. Sur les vaches allaitantes, également on peut réduire la quantité de concentré. Si on a des vaches en état, si on a des vaches avec un état corporel au niveau à 3, on peut réduire le concentré de 1,5 kg pendant 3 mois sur la seconde partie de l'hiver pour les vélages d'automne. Et en vélage d'hiver, on peut également supprimer complètement le concentré si on a des notes corporelles aux alentours de 3. Donc ça va faire chuter un petit peu la note d'état corporel, mais si on veut économiser un peu sur le concentré, c'est possible. Également la croissance compensatrice des génisses. Les génisses, elles supportent des réductions de croissance pendant l'hiver. Si derrière, au pâturage, on arrive à leur fournir suffisamment d'herbe, et du coup, il y a un rattrapage et une croissance compensatrice au pâturage. Alors, les ovins viande, donc voilà ce que nous préconise l'IDEL et Laurence Sagot. Donc, des luttes courtes. Des luttes de printemps et d'été, 54 jours ou avec un bélier vasectomisé et 35 jours derrière de bélier. Donc des luttes réduire la durée de la lutte, ça évite de complémenter trop longtemps. Et également les luttes d'automne, les réduire à 35 jours. Faire des lots d'animaux, donc retirer les brebis vides des gestantes. Donc ça fait une économie de l'ordre de 25 kg de concentré. Séparer les simples des doubles en fin de gestation et également au moment de la lactation. Donc faire des lots d'animaux en séparant les brebis qui ont 2 agneaux de celles qui n'en ont qu'un. Ça permet de pouvoir économiser sur celles qui n'en ont qu'un. Ne pas prolonger les lactations au-delà de 70 jours. Là c'est pareil, en sevrant les agneaux plus tôt, ça évite de complémenter plus longtemps. Changer d'aliment, donc quand on a la valeur PDI et UF de son aliment, l'intérêt c'est de regarder si un aliment complet est plus intéressant ou s'il vaut mieux prendre une céréale plus un tourteau et faire le rapport avec le niveau PDI UF de vérifier quel est le plus intéressant. Alors souvent on nous dit l'aliment complet il est plus facile à utiliser. C'est Dominique Delmas qui nous disait ça. Que les éleveurs se simplifiaient la vie, mais derrière, quand on veut faire des économies, des fois, ça serait plus intéressant de séparer céréales et tourteaux. Pas de nourrisseur aux agneaux à l'herbe, donc là aussi, ça permet d'économiser de 15 à 25 kg de concentré. Et pour terminer, donc, les ovins laits et les caprins, je les ai regroupés, puisqu'en gros, on avait les mêmes problématiques. Donc, réformer régulièrement. Alors là, par exemple, sur un troupeau de 200 chèvres à 30% de renouvellement, le fait de repousser la réforme de 2 mois entraîne une surconsommation de 7 tonnes. Voilà, donc c'est juste pour donner des repères. Ajuster le renouvellement, donc c'est-à-dire ne pas garder trop d'agnelles ou de chevrettes, et faites juste ce qu'il vous faut pour faire le renouvellement de votre cheptel. Faire la chasse au gaspillage, donc là aussi dans les élevages laitiers, souvent les éleveurs ont du mal à peser réellement ce qu'ils distribuent, donc ça c'est important de bien quantifier les quantités de concentré apportées et de respecter les rations que vous donnent les contrôleurs laitiers. Améliorer la qualité des fourrages, c'est la principale voie pour améliorer l'autonomie. Si vous avez des fourrages de qualité, vous allez pouvoir vous passer d'une partie du concentré. Et faire des lots par niveau de production, là aussi c'est pareil, ça permet de limiter la distribution sur les animaux qui sont peu productifs. Et donc pour terminer, les autres leviers que je n'ai pas forcément développés, mais il ne faut pas les oublier, c'est l'utilisation collective du matériel, notamment en CUMA ou en copropriété. Ça permet de ne pas avoir l'ensemble du matériel sur son exploitation, mais de pouvoir disposer de matériel de qualité, performant, en le prenant à plusieurs.
Également pour réduire la facture d'électricité, le photovoltaïque sur les toitures de bâtiments, bon, ça permet soit de faire de l'autoconsommation d'électricité, soit de vendre la production et du coup de compenser l'augmentation de la charge d'électricité. Voilà, j'en ai terminé. Merci Jean-Louis. Donc, très bon tour d'horizon. Donc, c'est une bonne introduction pour cet après-midi. Donc, peut-être qu'il y a, comme tu as dit, des choses que tu n'as pas mentionnées, que si vous voulez, en 3-4 minutes, si vous avez vraiment des choses que vous voulez aussi signaler pour que ce ne soit pas oublié cet après-midi non plus dans les ateliers. Oui, vous avez parlé du taux de relevement et de la longévité du troupeau, qui est un critère, je pense, c'est très important parce qu'on voit des dérapages qui se sont faits avec les IACXC, où on a des taux de relevement souvent qui avoisinent les 40%. Et je passe à cette piste aussi. Voilà. Effectivement, vous êtes en Beauvalet, je suppose. Oui, effectivement, le taux de renouvellement, c'est vrai que, bon, comme vous dites, à 40%, ça fait un cheptel de génisses derrière très important à nourrir. Et du coup, voilà. Mais oui, tout à fait. Il faut que le taux de renouvellement soit en rapport avec la productivité du troupeau. Mais c'est vrai qu'en vache laitière, au-delà de 30%, Yannick me contredira peut-être, mais au-delà de 30%, je pense qu'on peut s'arrêter. C'est tout animaux improductifs, quoi. Voilà, il y a ça. Je pense aussi aux réformes qui sont engraissées. Je pense à tout. Oui, les réformes, ne pas garder des réformes pendant 6 mois à l'engraissement. Au-delà de 3 mois, c'est plus intéressant du tout. Également l'âge au vélage que j'ai pas indiqué, l'âge au vélage, le fait de faire véler en bovin lait par exemple à 2 ans, bon, ça permet de réduire le nombre d'animaux à alimenter, mais derrière il va falloir quand même compenser parce que les vélages à 2 ans, il faut qu'elles aient une croissance suffisante. Donc voilà, on ne peut pas faire aussi n'importe quoi, il faut quand même respecter la technique et l'économie. Allez-y, si vous avez d'autres questions. Il y a des éleveurs, il y a forcément dans tous les groupes qui ont témoigné. Moi, je pense à Viviane Rabondinck du GAEC de Rouquette, qui a peut-être plein de choses à dire. Alors, je ne sais pas si elle les dira cet après-midi. Elle les dira cet après-midi, c'est sûr. Voilà, sur des taux de renouvellement, sur des choses comme ça, parce que forcément, c'est des leviers qui sont déjà mis en place au GAEC de Rouquette. Voilà. Alors, dans ce que tu as présenté sur la fiche Beauvalet, je ne connais pas par cœur, donc je ne vais pas te demander de la remettre, mais il y a des arbitrages qui doivent être durs en ce moment. Quand tu dis il faut baisser le concentré de production 1 kilo, on perd 0,5 litres de lait, mais 0,5 litres de lait à 450 € aujourd'hui, ça doit interroger. Par contre, si on baisse le concentré de production, la vache va manger plus. Donc il y a un peu de substitution, il va falloir mettre du fourrage en plus. Le fourrage aujourd'hui, tout le monde n'en a pas, quoi. Donc c'est vrai que dans ces leviers, il y a des choses utilisables, mais c'est de gros arbitrages aujourd'hui entre effectivement des choses qui coûtent cher dans l'alimentation, mais aussi peut-être dans certaines filières, des produits qui aujourd'hui sont bien valorisés. Tu dis qu'il ne faut pas garder les vaches de réforme. Je suis d'accord, pas 6 mois. Pas 6 mois en lait, mais aujourd'hui, ce matin, Gérard l'a montré, des vaches de réforme à 5 €. Je ne sais pas moi s'il ne faut pas les garder, quoi, mais c'est effectivement tous les débats, tous les chiffrages qu'il y a à faire aujourd'hui. Je n'ai pas dit de ne pas garder les vaches de réforme, j'ai dit de ne pas les garder en engraissement au-delà de 3 mois. Parce que c'est vrai qu'au niveau technique, au-delà de 3 mois, on a peu d'augmentation oui, il peut y avoir un surengraissement et ce n'est pas forcément rentable au-delà de 3 mois d'engraissement. Bon, on voit que ça va discuter dans les ateliers. Carole. Juste pour rappeler aux producteurs bovins que les surfaces additionnelles et le pâturage d'interculture en bovin, ça marche aussi. Il y a 20% des gens qui le font avec des bovins. Donc si vous n'avez pas d'idée de levier cet après-midi, pensez-y. Voilà, merci.